BX1+. Le face-à-face. La Belgique politique s'enfonce donc dans la crise. Le roi Philippe relance un nouveau tour de consultation et la perspective de nouvelles élections devient une piste crédible. On va reparler de tout ça dans un instant avec nos deux invités. On va d'abord faire un petit retour en arrière. Flashback donc sur la journée de vendredi, journée où la négociation a semble-t-il basculé, puisqu'au cours de cette journée-là, on a finalement peut-être acté définitivement pour de vrai que réunir PS et NVA, ce n'était désormais plus une option, Philippe Jacquemotte. Ah oui, vendredi matin, Paul Magnette s'est réveillé fatigué, épuisé. Ses réunions avec la NVA deviennent un véritable supplice, dit-il. On s'est vu une cinquantaine de fois et nous n'avons définitivement rien à voir ensemble. Et si Koen Geens vous appelle encore une fois, demande le journaliste. Je lui dirai « Pourquoi faire ?» répond le président du PS. Au même moment, Peter De Crème, ministre CDNV, déclare lui devant le Cercle de Lorraine que son parti ne montera pas dans la fameuse coalition Vivaldi qui associe socialistes, libéraux et écologistes. Ce sera avec la NVA ou ce ne sera pas. Et Bart De Wever, le président de la NVA, déclare prendre note du diktat du PS, le troisième parti du pays qui pense pouvoir dicter sa loi à tout le monde et qui veut même provoquer des élections pour affaiblir les nationalistes, dit-il. Le chargé de mission royal, Koen Geens, comprend immédiatement que c'est terminé. Pourtant, il avait prévu de nouvelles réunions samedi et dimanche. Il s'apprêtait même à lancer une préformation. Mais voilà, il n'en sera rien. Geens remet sa démission au roi et pointe au passage le manque d'élégance de Paul Magnette. Le PS qui réplique, c'est le CDNV qui a saboté la mission en obligeant son vice-premier ministre à se limiter à un axe PS-NVA. Bref, ça chauffe. En quelques heures, Paul Magnette a réussi à se disputer avec la NVA et avec le CDNV. NVA qui ce matin appelle à former un front flamand. Les francophones et le PS doivent voir qu'ils ne peuvent pas créer la zizanie entre nous, ont déclaré Bart De Wever et Theo Franken. Merci Philippe Jacquemotte. Et puis dernière déclaration à l'instant, celle de Gwendoline Rutten, donc la présidente de l'Open VLD, libéraux flamands, qui indique que former un front flamand, c'est du vocabulaire guerrier et que l'Open VLD ne marchera pas là-dedans. Fin de citation. Bonjour Bernard de Bonty. Bonjour Fabrice. Vous êtes chef de service politique au journal Le Soir et bonjour à vous Olivier Mouton. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au journal Le Vif. La journée de vendredi, c'est une journée qui aura permis d'y voir un petit peu plus clair ou c'est au contraire une journée qui nous a éloignés de la solution ? On y voit plus clair, ça c'est évident. Pour certains, c'était déjà clair depuis longtemps. Je crois que côté francophone, on savait que PS et la NVA ne voulaient pas gouverner ensemble. Mais c'est sûr qu'avec les propos radicaux, on peut les qualifier comme ça, de Paul Magnette, je crois qu'aujourd'hui, on n'entend plus personne, même en Flandre, dire que le PS et la NVA pourraient convoler. Donc à ce titre... Le CDNV fait semblant de ne pas avoir bien entendu encore ce midi. Voilà, mais il fait un peu la sourde oreille, je trouve. Voilà, je pense qu'ils le savent. Il y a une sorte aussi de jeu de stratégie et de théâtre, mais je crois que maintenant tout le monde le sait et que donc à ce titre c'est clarifié, mais ayant clarifié ce point-là, évidemment on arrive dans des hypothèses pour le moins obscures. Ouais. Olivier Mouton, vous êtes d'accord avec cette analyse ? On a clarifié ? On a clarifié en partie et on a obscurci de l'autre, parce qu'effectivement, en sortant comme il l'a fait, au moment où il l'a fait, c'est-à-dire en pleine mission de Koen Geens, à quelques jours du moment où elle se terminait, Paul Magnette a quelque part voulu envoyer un message à la fois à tout le monde, au Palais, au CDNV, à l'Open VLD, pour dire, enfin, vous m'avez compris, comme le disait Bernard. Ce qu'il y a, c'est qu'il a aussi braqué un certain nombre de gens, et donc des options qui auraient pu être possibles, qui le seront peut-être, mais deviennent aujourd'hui plus difficiles, notamment une coalition sans la NVA. On est toujours dans ce jeu où on a l'impression que les francophones, singulièrement le PS, vit sur sa planète francophone et n'intègre pas toujours la dimension de ce qui se passe en France. Vous avez écrit dans un éditorial au Vif qu'on cherchait un homme d'État au Parti socialiste. Parce que je trouvais cette sortie-là, lundi matin, insupportable. Alors oui, vendredi, oui. On sait que le PS l'a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas parler avec la NVA, mais ici, la manière dont ça a été fait, le moment où c'est fait, et surtout le fait qu'à un moment, je trouve qu'il y a une forme d'inconséquence de la part du Parti socialiste qui fragilise la position des francophones en se prétendant le rassureur, le parti rassurant qui protège la sécurité sociale, alors que je pense que ce n'est pas C'était une sortie électoraliste, Bernard de Monty ?
C'est une sortie qui pouvait servir à la fois à dire à la NVA qu'on ne veut plus gouverner avec elle, et c'est toute l'ambiguïté du PS, et qui en même temps servait aussi la campagne électorale. Et donc c'est aussi tout le côté malsain, presque nauséabond du moment, c'est que tout le monde prétend négocier, tout le monde négocie d'ailleurs, et en même temps tout le monde calcule tous ses slogans, et le PS n'est pas le seul. Du côté de Georges-Louis Boucher et ses envolées évangélistes en se qualifiant de Jésus, je pense que ça pourra aussi lui servir en campagne électorale le cas échéant. Et donc c'est un peu toute l'ambiguïté, c'est qu'on est à la fois en négociation, mais tout le monde a un œil sur la campagne électorale. Et donc ça ne permet évidemment pas de rasséréner les choses. Et donc quand on demande au palais de nommer un pacificateur, je crois que c'est plus que jamais le moment. Ouais, effectivement. quand vous dites qu'on est dans une espèce de campagne électorale larvée, masquée, il faudrait quand même pour ça qu'il y a un moment où on convoque des élections. Est-ce qu'il y a une majorité possible au Parlement fédéral pour convoquer les élections ? Aujourd'hui, demain, après-demain ? Aujourd'hui, non. J'étais assez surpris quand Paul Magnette a fait sa sortie. Il a ouvert la porte électorale, subtilement, mais il l'a quand même ouverte. Et j'ai été surpris personnellement que les partis flamands la ferment à ce point-là. Donc, quelque part, il y avait une porte de sortie par là qui s'est aujourd'hui refermée. Ça veut dire qu'ils sont enfermés dans une négociation obligatoire. Alors ça, c'est pour maintenant. J'entends aussi à la NVA qu'on n'est pas demandeur d'élection. Bardo-Wever l'a répété ce matin. Mais on parle de maintenant, parce que Bardo-Wever a aussi dit qu'au mois de mai, il pourrait l'envisager. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, c'est fermé. Olivier Mouton, si cette porte des élections est fermée, est-ce que ça veut dire que l'Open VLD et surtout le CDNV sont un petit peu coincés entre, d'un côté, une majorité PS-NVA qui n'est pas possible, de l'autre côté, d'élections qu'on ne veut pas convoquer? Ça veut dire qu'ils vont être obligés de quitter l'idée d'un gouvernement avec la NVA à l'intérieur? C'est une question de temps. En tout cas, la pression est celle-là. On essaye de faire en sorte qu'ils se sentent contraints et forcés d'aller dans une coalition qu'on appelle Vivaldi ou autre. Ouais, ou un arc-en-ciel élargi. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça peut marcher ou pas? Sur le fond, il y a certainement des convergences qui peuvent naître entre ces partis-là. Maintenant, on sait que c'est reculer pour mieux sauter. À partir du moment où, dans un gouvernement fédéral, on n'a pas les deux premiers partis flamands, qui sont en plus deux partis nationalistes. Donc c'est la NVA et le Wendel-Lande dont vous parlez. On ouvre la porte à ce que tôt ou tard, ça nous explose à la figure. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les francophones devraient accepter de monter dans un gouvernement avec la NVA. Ce serait plus sage. C'est-à-dire que selon les cartes telles qu'elles ont été distribuées par les électeurs en mai 2019, il y a une certaine logique. Si on s'obstine à essayer de faire en sorte que les deux principaux partis de ce pays parlent et travaillent ensemble, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est pas uniquement pour faire en sorte que Paul Magnette soit fatigué de négocier jusqu'à 1h du matin. Parce que ça, à un moment, il faut l'entendre aussi. Ça voudrait dire, Olivier Mouton, que le Parti socialiste devrait faire d'énormes concessions et ne pas respecter le programme qu'il a présenté aux électeurs. On est jusqu'à preuve du contraire dans un pays où on doit faire des compromis et des concessions. Ça a toujours été le cas. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas aujourd'hui, a fortiori dans une situation compliquée. Maintenant, ce qui m'énerve surtout particulièrement, c'est que je trouve que les francophones, et le PS singulièrement, manquent d'une cohérence ou d'une consistance. À partir du moment où on dit on n'a rien à voir avec le premier parti de Flandre, et le deuxième par ailleurs, et qui on ne parle même pas, à partir du moment où on dit on veut, nous, mener une politique telle qu'on veut la mener, il faut aussi être cohérent. Soit on réussit effectivement à mettre en place une coalition, soit on dit alors il y a des choses sur lesquelles discutons plus avant pour voir ce qu'on peut encore faire ensemble ou pas. Ça veut dire négocier une réforme de l'État, ça que vous êtes en train de nous dire. Je pense que la logique maintenant, c'est un moment de dire est-ce qu'on peut s'entendre sur un programme minimal avec des urgences qu'on peut rencontrer, et Dieu sait si elles sont nombreuses, depuis le socio-économique jusqu'au climat, en passant par le démocratique, parce que je pense que le fossé démocratique qu'on est en train de creuser dans ce pays est important, et à côté de ça, discutons de l'avenir. Bernard Demonty, vous êtes d'accord avec ce scénario? Il faudrait un gouvernement d'urgence pour régler l'urgence socio-économique, et puis avoir une réflexion sur l'institutionnel, voire sur la démocratie ensuite. En gouvernement d'urgence, je pense que c'est un peu la peste ou le choléra finalement. C'est ce que disait Olivier Minguin, qui était dans ce studio il y a une quinzaine de minutes. Il disait qu'il faudrait avoir un gouvernement pour 1 an ou 2 ans pour régler l'économique, et on sait qu'on n'échappera pas à une grande réforme institutionnelle. Moi, je pense que je trouve que c'est une position minimaliste personnellement, parce que je pense que à partir du moment, c'est un peu dévaloriser l'État fédéral. Si on commence à faire des gouvernements d'urgence provisoires, pas vraiment constitués, on arrive à des presque gouvernements. Donc on a une première étape qui consistait. Oui, mais c'est un peu la peste ou le choléra, parce que on fait ça parce que sinon c'est les élections à la fin du pays. Mais quelque part, on accepte quand même une dégradation du fonctionnement de la Belgique. Et donc moi, je trouve qu'on rentre de nouveau dans un précédent. On a osé un premier précédent dans le passé, c'était d'accepter les gouvernements minoritaires. C'est particulièrement vrai pour les francophones sous le gouvernement Michel. Aujourd'hui, on accepte encore une
dévalorisation supplémentaire de l'État fédéral en allant vers un gouvernement provisoire. Alors moi je trouve ça quand même une sorte de concession. Je suis personnellement plus exigeant que ça. Alors après... Mais pour le moment, l'État fédéral, il est inexistant. Alors justement, c'est pour ça que je parle de peste ou de choléra. Alors acceptons le choléra, mais je trouve que c'est... Maintenant, quand on dit d'urgence, ça peut être... De toute façon, au rythme où ça va, il restera plus beaucoup de la législature. Ça peut être jusqu'à la fin de la législature. Voilà, mais ce serait, je trouve, regrettable et ce serait un précédent parce qu'après, on aura notre gouvernement provisoire. Je pense que la NVA n'en serait pas. Regardez cet État qui ne fonctionne pas, on fait des gouvernements au rabais, passons au confédéralisme et on ouvre la porte. Mais je suis d'accord avec vous que pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution plus ambitieuse. Oui, et par ailleurs, le confédéralisme, parce que on en a fait quelque chose à rejeter absolument, et la façon dont la NVA le conçoit est effectivement à rejeter. Il y a quand même des gens du côté francophone aussi qui réfléchissent à des formules qui seraient intéressantes à 4, par exemple. Oui, il faut que ce soit à 4. Hein. Je vous rappelle, vous êtes sur BX1 à Bruxelles, on y tient. Voilà, oui, bien sûr, on y tient aussi. Je crois qu'il faut en tout cas pas aller aux élections sans rien. Donc finalement, si on a un gouvernement provisoire, si on a une vraie réforme de l'État, mais qui n'aille pas seulement dans le sens d'une régionalisation accrue, essentiellement vers la Flandre ou vers une dépréciation des aides sociales, je pense qu'à ce moment-là, il faut arriver aux élections potentielles avec un vrai projet pour la Belgique. Si on va aux élections sans projet, c'est les extrémistes qui gagnent. Alors, je voudrais quand même vous interroger tous les deux, Bernard Demonty et Olivier Mouton, sur la séquence qu'on a vécue. Est-ce que le Palais Royal a commis une erreur en nommant Koen Geens trop tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas passer par une période où Bart de Wever avait la main? Je pense qu'ils ont nommé Koen Geens maladroitement. Ils ont brûlé Koen Geens. On l'a vu, ils ont nommé Koen Geens sans en parler au CDNV. Ils l'ont exposé à un PS qui ne voulait pas parler avec l'NVA, qu'il avait toujours dit. Ils lui ont interdit, le CDNV lui a interdit d'envisager autre chose. C'est-à-dire qu'on avait un mandat ouvert de la part du roi et un mandat refermé de la part du parti. Et donc, Koen Geens, quoi qu'il en dise, quelles que soient ses colères sur la VRT hier, il était coincé par son propre parti, je pense, d'abord et avant tout. Donc, on a brûlé Koen Geens. Est-ce qu'il fallait mettre Bart de Wever? Ça, en revanche, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on aurait aussi pris un fameux risque à ce moment-là, sachant que Bart de Wever a quand même des agendas confédéralistes. Il aurait pu aussi manipuler toute la négociation pour aller vers un pourrissement. Et donc là, on aurait peut-être... Et c'est pour ça que le palais ne l'a jamais nommé à ce stade, je pense. C'est parce qu'il y a vraiment un risque de, comment on dit, de cheval de Troie. Le palais va pouvoir continuer à ne pas nommer Bart de Wever, ou ça va devenir compliqué là, dans les jours qui viennent? Simplement, je pense, moi, que le palais prend un risque en ne nommant pas Bart de Wever. Parce qu'à un moment, le premier parti du pays, premier parti de Flandre, qui se voit... alors, il y a eu guerre bourgeois, donc ils ont eu leur une place. demi-mission, mais que l'homme fort du principal parti, je ne porte pas de jugement de valeur sur... mais qui a dans ses statuts la fin de la Belgique, quand même. Et qui appelle à un front flamand contre les francophones. Enfin, ça, c'est la conséquence... Qui insulte régulièrement les Wallons, les Bruxellois. C'est aussi la conséquence de ce que les francophones renvoient. Et de moment, il faut quand même qu'on soit conséquent par rapport à ça. C'est pas les francophones qui se lavent la bouche avec du dentifrice flamand. Qu'à un moment, s'obstiner à ignorer Bart de Wever, je pense qu'à un moment, le palais risque de se fragiliser lui-même, parce que si la crise devient plus importante, je pense qu'un certain nombre de gens vont lui reprocher. C'est pas déjà le cas? Le palais n'est pas déjà en difficulté aujourd'hui? Je trouve que pour le moment, étonnamment, d'une part, alors qu'on plaide pour une monarchie protocolaire, en tout cas un certain nombre, la monarchie joue un fameux rôle pour le moment, même si, parce que je rappelle qu'on a un gouvernement minoritaire en affaires courantes, donc quelque part, le roi, il est couvert que, comme on dit à Bruxelles. Et par ailleurs, je pense que pour le moment, les gens sont relativement bienveillants à l'égard du roi. Franchement, je trouve que je m'attendais, notamment par rapport à certains moments où le roi a pris des options qui étaient, je ne veux pas dire contestables, mais en tout cas risquées. À partir du moment où il prend position lors de son discours aux autorités du pays contre les exclusives, il s'expose, et je trouve que les gens étaient plutôt bienveillants. Bernard Demonty. Moi, je trouve quand même que ces dernières semaines, on ressent quand même une certaine fébrilité du côté du palais. Je trouve que depuis, quand on a commencé cette formation après les élections du 26 mai, il y avait une certaine sérénité. On nommait quelqu'un qui allait au bout de sa mission, on passait au suivant. Et là, il y a eu des coups d'accélérateur, on ne va plus au bout des missions. Voilà, envoyer Boucher et Koens à la gare du jour au lendemain, nommer quelqu'un sans en parler à son propre parti, puis que cette personne démissionne d'elle-même. Je trouve qu'on est entré dans une phase chaotique
qui dramatise un peu la situation, qui C'est peut-être provoque... ce qui est nécessaire pour qu'on ait des partis qui je ne bougent. suis pas sûr, justement. Je pense qu'on joue un peu avec le feu. On sent, côté flamand, on commence aussi dans la presse à dire, mais regardez, c'est la presse francophone qui attise les conflits. Ouais. On commence à parler de guerre dans certains journaux, des titres, c'est la guerre, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant et qu'il faudrait retrouver quand même une certaine sérénité. oui, mais Toute dernière question. Et que le palais devrait le faire. Toute dernière question pour l'un ou pour l'autre. Le palais, il doit nommer qui? Donc on est en phase de consultation, ça va durer jusqu'à mercredi. On sait qu'il y a une campagne électorale interne qui s'ouvre à l'OpenVLD. C'est le tour de l'OpenVLD, c'est un CDNV, c'est Bart de Wever. C'est quoi la meilleure option maintenant? Moi, je crois que si on veut un gouvernement, ça dépend vraiment du projet qu'on veut. Si c'est vraiment un gouvernement provisoire qu'on veut, alors on doit, je pense, ne pas nommer Bart de Wever, on doit plutôt nommer quelqu'un qui serait plus pacificateur et qui permettrait d'arriver à cette solution-là en faisant entrer le CDNV dedans. Ce qui exclut, par exemple, aussi le PS, bien entendu, ce qui exclut aussi le CDNV. Mais c'est difficile de répondre à la question précisément quand on ne sait pas quel est l'objectif. Ouais. Olivier Mouton. Moi, je pense qu'il y a un sage qui peut venir. Je pense, on a cité beaucoup son nom à un moment, Patrick de Waal, qui est un libéral flamand, qui est, j'allais dire, Vivaldi compatible, en tout cas, qui a été mis en avant par tous les partis francophones à un moment, notamment quand il a empêché l'extrême droite de monter à la tribune de la Chambre, et qui permettrait peut-être de pacifier le jeu et de passer à autre chose. Merci beaucoup, Olivier Mouton, rédacteur en chef adjoint du Vif, et Bernard Demonty, chef du service politique du journal Le Soir, d'avoir été nos invités.